19h, Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité de ce mardi, importer de l'ice par voie postale était pour les 6 trafiquants une idée ingénieuse, sauf qu'ils étaient déjà dans le viseur du service des douanes. 3 d'entre eux sont condamnés à de la prison ferme. Pourquoi les femmes polynésiennes peinent-elles à se faire dépister du cancer du sein alors qu'il reste la première cause de décès? Une enquête permet de répondre à la question et apporte des solutions. Lucille Chauveau partagera avec nous quelques conclusions ce soir. Elle est notre invitée. C'est au sein du club de Tefana qu'elle fait ses armes avant de quitter le pays pour se faire une place parmi l'élite du football féminin. À 16 ans seulement, Wei Hei-Samin abandonne famille et amis pour vivre son rêve. Un beau parcours à retrouver dans ce journal. Ce 14 février est un rituel pour les fleuristes. Les marchés se teintent de rouge, couleur de l'amour, pour répondre aux demandes des clients toujours adeptes à des traditionnels roses. Ils pensaient déjouer les contrôles en important 700 grammes de méthamphétamine par voie postale depuis San Francisco. 6 trafiquants sont impliqués dans ce trafic, dont 2 postiers. Pour un avocat de la défense, ce mode d'approvisionnement est une sorte de déresponsabilisation. Le tribunal écarte cet argument. Le procureur général requiert de la prison ferme. Résumé de l'audience avec Mérénie Gamblin et Jacques Damour. Dans ce groupe, les commanditaires du trafic. Entre juillet et novembre 2019, ils tentent de faire passer une 50aine d'enveloppes par voie postale depuis les États-Unis. Aujourd'hui, c'est ce qu'on évoque, ce qui n'est pas inédit, c'est les enveloppes. Mais ce qui est inédit, c'est que c'est à travers du personnel de l'OPT. Avec certains esprits, on a toujours les mêmes profils. Je parle des commanditaires qui sont des gens qui sont pourtant déjà condamnés et qui réitèrent malgré tout. Les expéditeurs sont rapidement identifiés grâce aux empreintes laissées sur les enveloppes. 43 courriers sont interceptés par la douane pour près de 700 grammes d'ice au total. Et quand la marchandise disparaît, la violence s'en mêle. Les 2 employés de l'OPT en font les frais. Mon client n'a pas nié que dans le deuxième envoi, il a été impliqué, mais sur des menaces et des contraintes. Et d'ailleurs, le procureur de la République et le juge d'instruction ont bien tenu compte de ces faits de violence et de menaces verbales dont il a été l'objet, pour aujourd'hui ne pas être poursuivi pour importation, trafic d'ice et tout, et dans le cadre d'un groupe. À la barre, 6 prévenus âgés entre 40 et 60 ans. Le fléau ice n'a pas d'âge et il emporte tout sur son passage. C'est quelqu'un qui n'avait rien demandé et qui a tout perdu. Voilà. Il a perdu son travail, son nom a été mis en place publique, où il a été présenté comme un trafiquant de drogue, alors qu'il n'était tout simplement que la victime. Donc aujourd'hui, c'est important qu'il puisse dire et redire et affirmer devant tout le monde qu'il n'est que la victime. Les 2 employés d'OPT accusés de complicité ont été licenciés. Dans cette affaire, les peines vont de 3 mois à 3 ans de prison, avec une amende de 30 millions de francs pour 3 des prévenus. Et lutter contre les trafics de stupéfiants ou contre toute forme de délinquance. C'est un combat quasi quotidien des municipalités. Les agressions physiques dans la rue ont augmenté de 15% en Polynésie en 2021 par rapport à 2019. Am-Orea, communes et associations occupent le terrain pour tenter d'y mettre fin et préserver l'ordre public. La solution, à réinsérer les jeunes délinquants. Le reportage sur l'île Sœur de Nicolas Suire et Marcel Bonneau. Ça ne saute pas aux yeux, mais Alfred a un passé de délinquant. D'ailleurs, à 42 ans, il n'a pas fini de rembourser pour tous les vols et agressions qu'il a commis au cours de sa jeunesse. Il commence à 11 ans avec un refus d'obtempérer. En scooter, sans casque, carrément bourré. À 11 ans. À 11 ans. Il multiplie les délits jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce qu'il soit papa. Plusieurs séjours à l'association Ari Heivaro lui sont imposés et cet enfant terrible sans diplôme change de comportement. Il décroche même des emplois pour rembourser en partie ses dettes. Aujourd'hui, il veut seulement vivre en paix avec tout le monde. Avec ma femme, je me demande toujours d'aller voir la personne que j'ai été agressée. J'ai eu des problèmes avec cette personne-là, juste pour aller voir, me pardonner, tout ça. Devenu invalide suite à un AVC, Alfred est heureux que ses enfants n'aient pas suivi son chemin. Néanmoins, son parcours est une fierté pour l'association qui l'a recueilli. De leur temps, il était impossible de venir à Papétois sans recevoir à Caillou le soir. C'est vrai. Hein? Et là, leur mentalité a complètement changé. Tu sais, là, les jeunes, ils ne sont pas méchants. Les jeunes, ils ne sont pas méchants. Il faut que tu leur montres
que tu veux les aider. La notoriété de l'association a grandi et de nouveaux membres ont rejoint les maigres effectifs de départ. Des bénévoles qui s'intéressent vraiment aux délinquants. Surtout leur poser des questions phares. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment le faire, etc. dans leur vie. Enfin, plusieurs façons d'intervenir et par la suite, c'est là qu'on peut engager une conversation, on va dire, plus fluide. Les membres de l'association sont très fiers d'annoncer que même sans le soutien de la commune, ils parviennent à réinsérer 80% des jeunes qui viennent les voir et leur demandent de l'aide. Et c'est un levier qui permet aux autorités de coordonner leurs moyens dans la lutte. Le Conseil de la sécurité et de la prévention de la délinquance est officiellement installé à Mouria. Ses priorités se déclinent en 4 axes: les conduites addictives, l'accompagnement de la jeunesse, la prévention des violences intrafamiliales et la préservation de la tranquillité publique. Une brigade de gendarmerie verra aussi le jour à Apiti, un projet annoncé par le haut-commissaire. La pêche, la baignade et toute autre activité nautique sont interdites dans la baie de N'Ourwa jusqu'à nouvel ordre, en cause des eaux usées qui se déversent dans la rivière de la Punarou. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les canalisations du réseau d'assainissement de la SEM Veitama ont subi une casse. La ville de Punaouia enjoint la société à procéder aux réparations dans les plus brefs délais. Le maire adjoint en charge de l'environnement répond à Patrick Sing-Sing. On est en train de faire d'autres études pour changer la canalisation. Mais il ne s'agit pas de la changer pour la changer, parce que si on la change en maintenant les mêmes défauts de conception, qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 ans ou dans 3 ans, on va avoir les mêmes problèmes. Donc en fait, là, on fait le nécessaire pour changer la canalisation et pour faire en sorte d'éliminer les défauts de conception. Le projet du village tahitien est bel et bien ressuscité. Les lauréats ont été dévoilés. Ils sont exclusivement du pays. Les investisseurs ayant remporté les appels d'offres sont le groupe City, Pacific Beachcomber, la société Manarava d'Albert Moux, le groupe Louis Van et enfin la SAS Pueura d'Éric Minardi. Ce sont en tout 6 lots qui ont été attribués pour offrir près de 1000 chambres. Les travaux de construction des hébergements de luxe pourront démarrer en 2024, précise le ministre des Grands Travaux. Un coût total de l'investissement, 59 milliards de francs pacifiques avec la promesse de 1700 emplois à la clé. René Temeharo est au micro de Mélissa Chang. Il y a 6 lots, chacun s'est positionné sur plusieurs lots parfois. Et ce sont les membres du jury qui se sont donc réunis pour analyser avec nos techniciens. Je peux le rappeler que depuis le 9 janvier, depuis le dépôt de leur candidature, nos techniciens ont mouliné jusqu'au détail les propositions de chacun pour pouvoir donc nous éclairer, les membres du jury, sur les choix possibles pour permettre d'avoir des investisseurs sur chaque lot. Un protocole d'accord sera signé prochainement entre le pays et les lauréats. Santé maintenant, alors que le taux de guérison des cancers du sein avoisine des 90% en métropole, ici au Fénois, il se situe aux alentours de 6 pour 10. Demain, une étude anthropologique en dessinera les ressorts. Néanmoins, des facteurs géographiques et culturels peuvent expliquer ce résultat, le dépistage étant la clé des solutions. Stéphane Ratino et Patrick Sing-Sing. Elles portent un bandana comme le signe d'une élégance qui attend leur repousse des cheveux. Leur chemin, c'est la chimiothérapie. Dépistées à temps, elles vaincront le cancer du sein. Le dépistage, c'est la clé. Malgré les campagnes à répétition, il existe des freins de nature culturelle. Se savoir malade, cela ferait intérieurement peur. La plupart des cancers sont aujourd'hui guéris. Alors n'ayez pas peur de vous faire dépister. Cancer de tétée, tu vas mourir, toi. Alors automatiquement, dans nos têtes, enfin dans les têtes des gens, des femmes, moi j'ai peur. Donc on ne va pas demander, on ne veut pas savoir. Voilà, on ne veut pas savoir, on ne veut pas aller se faire, aller dépister pour savoir. Et le prix du billet, ça rajoute aussi... Et le prix du billet qui coûte cher chez nous. La géographie de la Polynésie et son chapelet d'îles rendent difficile l'organisation du dépistage. Il faut se déplacer, prendre en charge des frais. Ce défi de l'espace est une contrainte, même s'il y a des améliorations. Des progrès ont été faits dans les îles sous le vent ou aux Marquises avec l'aide du Dr Priska et de la Ligue du cancer, mais on ne peut pas couvrir la totalité des îles. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un phénomène de blocage. Il y a 30 ans, oui, il y avait beaucoup de pertes de chance par le fait que des patientes voulaient
allaient d'abord essayer des médecines traditionnelles et revenaient 6 mois, 1 an après. Et c'était dommage parce que le diagnostic avait été fait précocement et quand elles revenaient, elles avaient déjà des métastases et c'était terminé. Donc, au moindre doute, ne pas hésiter, ne pas attendre des douleurs pour prévenir le médecin. Nos 2 jeunes femmes n'avaient aucun signe avant-coureur. Un voyage à Tahiti pour l'une, le diagnostic d'une sage-femme pour l'autre ont permis le dépistage. Mais malgré tout, parler du cancer reste un tabou. À mon âge, j'ai 36 ans, j'avais pas ça, l'idée d'avoir le cancer du sein. Est-ce qu'on en parle entre filles, entre dames du cancer du sein dans les îles ou c'est quelque chose qu'on n'évoque pas? On entend parler à la télé, mais entre nous, non. Le traitement des 2 amies se passe bien, encore quelques mois, et la vie devant soi sera d'une incroyable force. Et en Polynésie, 160 cas sont détectés chaque année. Docteur Lucille Chevaux-Yarana. Bonjour. Merci d'être sur la première ce soir. On vient de l'entendre, quand on est atteint du cancer, on va forcément mourir. Selon l'enquête que vous avez réalisée aux Australes, au Tuamotu et aux îles du Vent, est-ce que l'argument est le même dans les 3 archipels ? Alors c'est quelque chose qui revient beaucoup. Cancer égale mort, ça c'est la première chose qui passe dans la tête des femmes. C'est assez partagé, c'est décrit en Europe et c'est décrit ici comme ça aussi. Par contre, il y a certains ressorts et certains comportements qui sont beaucoup plus marqués en Polynésie française. Par exemple l'évitement de l'information. Quand on dit un mal, on lui donne corps, on lui fait exister. Ça, en Polynésie, c'est très vrai. Et donc, en fait, le cancer Titi, on ne veut pas en entendre parler. Quand on est indemne ou quand on a une masse, mais qu'on n'est pas encore étiqueté cancer du sein, on ne veut pas en parler, on ne veut pas en entendre parler. Et donc, il y a vraiment de l'évitement de l'information. Et même s'il y a des campagnes de prévention, on ne va pas aller se renseigner là-dessus. Du coup, j'ai conduit une enquête, une recherche là-dessus pour voir un petit peu les freins et voir les leviers qu'on peut mettre en place. Et donc, aujourd'hui, les leviers, ce qu'il en ressort de cette enquête, qu'est-ce qui va être mis en place plus tard? Alors, l'enquête, c'était vraiment ça, c'était de se dire qu'on a la chance d'avoir des moyens. En Polynésie française, on peut être traité du cancer Titi. Et que malgré ça, notre plus gros souci, c'est que les femmes arrivent tardivement. Alors tardivement, soit parce qu'elles ne se font pas dépister, tardivement parce que parfois, lorsqu'elles ont un symptôme, elles attendent des mois, parfois des années, avant d'aller consulter. Ou bien, lorsqu'on fait le diagnostic avec la biopsie de cancer Titi, on les perd de vue pendant 6 mois. Et elles reviennent ensuite pour les protocoles. Donc on s'est intéressé un peu à tout ça. Moi j'ai rencontré des dames dans différentes îles et c'était une étude qui était qualitative, c'est-à-dire qu'on a été discuter à cœur ouvert de différents sujets. On a parlé féminité, on a parlé cancer, on a parlé quand est-ce qu'on consulte ou pas, et on a regardé un petit peu ce qui sort. Et c'est vrai que le but en fait c'est de pouvoir adapter les campagnes de prévention, de mieux les cibler, qu'on puisse ne pas se heurter parce que, par exemple, on fait des campagnes de prévention sur le cancer Titi, mais les dames, tant qu'elles n'en ont pas, elles ne veulent pas en entendre parler. Donc, en fait, on manque cette cible-là. Donc, faire un peu plus de la promotion de santé et puis, à côté de ça, pouvoir aussi former les soignants aux particularités de la Polynésie parce que parfois, on utilise les mêmes mots, mais ça ne résonne pas pareil des 2 côtés et la sensation de ne pas se comprendre, c'est dur pour un patient et c'est dur pour un soignant. C'est ce qui est important aussi. Par exemple, on l'a entendu aussi, des progrès ont été faits, mais l'éclatement du territoire continue de restreindre l'accès au dépistage. Selon les chiffres, dans les 160 cas détectés chaque année, 70% sont des femmes de plus de 50 ans. Quelles sont les explications que vous avez pu recueillir sur le terrain ? Alors souvent, les freins, il y a des dames, elles me disent, c'est pas que je pouvais pas y aller, c'est que je voulais pas. Parce que le cancer Titi, ça fait pas mal au début, donc on se dit, c'est une boule, c'est peut-être parce que mon motois m'a donné un coup de pied quand je l'ai porté, c'est peut-être ça. Et puis dans un coin de leur tête, comme on entend quand même vachement parler du cancer Titi, elles se disent, si ça se trouve, c'est un cancer Titi. Je veux pas qu'on mette un mot dessus, je veux pas savoir. Et donc elles vont avoir tendance à ne pas aller finalement consulter et à consulter tardivement. Donc aujourd'hui, les campagnes d'information ou de sensibilisation vont être ciblées en fonction des âges aussi. C'est ça. En fait, on se rend compte, on en discutait avec Natacha Helm, justement, que chez ces personnes indemnes, donc qui n'ont pas de cancer Titi, les personnes jeunes, et ça c'est des choses qu'on peut dire à nos filles aussi, c'est que tu connais ton corps. Et ça en Polynésie, ça parle. Oui, on connaît son corps. Et si tu as des changements qui apparaissent au niveau du sein, tu consultes pour savoir ce que c'est. Parce que chez les femmes jeunes, la grande majorité du temps, c'est pas un cancer Titi, ça peut être un fibrome, ça peut être un kyste, ça peut être plein de choses. Mais il faut qu'on sache ce que c'est. Donc on essaye d'avoir pour ces populations-là des messages qui sont décontextualisés finalement du cancer Titi. Juste donc on ne parle des bonnes plus habitudes. De cancer. Ouais.
Et par contre, chez les femmes qui sont diagnostiquées, là, on a vraiment besoin d'une information précise. Merci beaucoup, Dr Lucille Chevaux, de nous avoir dévoilé quelques conclusions de cette enquête. Les résultats seront présentés demain à 17h30 au CHPF et la présentation est ouverte à tous. Merci beaucoup. Merci. Il est éducateur de Va'a et ambitionne d'être à la tête du pays. C'est Tamatoa Pérez. Il présente son mouvement, Tereo Manahune, traduisez la voix du peuple. La jeunesse et la famille sont au centre des préoccupations de celui qui côtoie les jeunes depuis 25 ans. Tamatoa Pérez estime qu'ils n'ont plus de repères car mis à l'écart. On l'écoute, il répond à Patrick Singsi. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est vraiment de s'occuper de notre jeunesse. Notre jeunesse de demain, notre jeunesse est perdue aujourd'hui. Quand je dis notre jeunesse, je parle en général. Il y a des taux de suicide très élevés. Ils perdent vite les repères. Et ceux qu'on arrive à pousser aux plus longues études, ils reviennent, ils n'ont pas de travail. Qu'est-ce qu'on va leur dire demain? Travaillez dur, on est là pour vous aider, parce que nous, c'est les parents, on finance derrière, on les aide. Et quand on voit ça, donc on a aussi mal que nos enfants, qui eux ont trimé comme nous, on a trimé aussi pour qu'eux, ils aient une vie meilleure demain. La population, de quoi elle a besoin aujourd'hui? Quels sont les moyens qui lui manquent? Voilà notre aujourd'hui. À manger, un toit, notre jeunesse, la formation et surtout le plus de dignité. La dignité, c'est ce que quelqu'un a de plus cher. Nous vous rappelons que le premier tour des élections territoriales aura lieu le 16 avril prochain. Quelle voie après le collège? Une question sur les lèvres des jeunes adolescents en classe de 3e. Pour les orienter, le collège de Nukuhiva a organisé son forum des métiers, le 10e, qui a réuni une cinquantaine de professionnels, du tourisme en passant par la restauration ou encore l'aérien et la sécurité. Ils avaient un large choix. Voici quelques réactions recueillies sur place par notre correspondante Marie Curva. Plusieurs choses. On est parti vers la sécurité, vers l'éducation, vers la santé. C'était intéressant, mais bon, on a plutôt aimé aller à la marine. La marine nationale? De la sécurité, comme c'est ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je vais être gendarme. Et moi, capitaine. Je vais prendre la relève de mon frère. Avis aux amateurs de surf, la Ertheitir Airoa Pro vous donne rendez-vous à la passe de Avatoru du 27 février au 3 mars. Elle sera suivie de la Rangiroa Pro QS 1000, 12e édition jusqu'au 10 mars. Des surfeurs pros de Hawaï, des États-Unis, mais aussi de Polynésie sont attendus. On poursuit avec du football. Cette fois, elle a quitté le Fénois très jeune, à 16 ans, pour vivre son rêve et tenter de devenir footballeuse professionnelle. Formée à la Estefana, Veihei Samin est la 8e athlète nommée pour les trophées du sport. Aujourd'hui en métropole, en 2e division, elle a vécu une année 2022 plutôt riche. Il nous est raconté par Maruki Duri. Un titre de championne du monde, ça se savoure. Et cette sensation, la footballeuse Veihei Samin l'a vécue avec l'équipe de France militaire. L'attaquante de la sélection de Tahiti, formée à la Estefana, fille du footballeur Xavier Samin, vit elle aussi pour le ballon rond. À 16 ans, elle intègre le pôle espoir de Tours avant de rejoindre à 19 ans le FC Fleury 91 en première division. Depuis le début de cette saison, elle évolue au sein du club 10 heures. Polyvalente, la Tahitienne peut rendre de fiers services en défense. Elle fera très certainement partie de la sélection de Tahiti pour les prochains Jeux du Pacifique. Et enfin, cultivons l'amour. C'était le slogan approprié en ce jour de Saint-Valentin. Le marché de Papeete accueillait aujourd'hui les amoureux à coups de rose, jeunes et moins jeunes, garçons ou filles. Ils étaient nombreux à acheter des fleurs pour célébrer ce jour spécial, et ce, malgré une production locale insuffisante qui force les prestataires à importer. Le reportage de Caroline Fari et Mélissa Chang. Une rose pour témoigner ses sentiments à l'être aimé. Aujourd'hui, les jeunes femmes n'hésitent pas à se lancer avec générosité. J'en ai pour mon petit ami, j'en ai pour ma grand-mère et pour une correspondante nouvelle-zélandaise qui part ce midi. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi la Saint-Valentin? Une occasion d'offrir des fleurs à nos proches et de montrer un signe d'affection. D'année en année, les fleurs s'imposent comme le parfait présent pour célébrer l'amour. Une attention romantique, histoire de marquer le coup, le temps d'une journée plutôt fructueuse pour les artisans fleuristes. Je suis venu acheter une petite rose pour ma copine, pour lui montrer que je l'aime. Voilà.
C'est une journée spéciale pour vous deux? Non, comme d'hab. Ouais, voilà. Vous aimez tous les jours? Ouais, voilà. Je pense que la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Et aujourd'hui spécialement, c'est sa journée. C'est des vraies roses, il y a local et importé. Importer aussi les vraies roses? On est obligé parce que le fournisseur de roses qu'on a ici sur le territoire, il n'arrive pas à fournir pour tout le monde. Maintenant, on est obligé de prendre importé aussi. Du côté d'Aroué, les artisanes de la fédération exposent leurs créations et préparent les roses en tissu de soie pour les lycéens amoureux. Les jeunes, ils sont fanats, ils sont fous, ils sont fous. Une petite rose, regardez, une petite rose comme ça, ça plaît à la petite amie. C'est plus les garçons qui viennent acheter. La Saint-Valentin, fête de l'amour, mais aussi dans certains pays, l'occasion de chérir n'importe quelle relation, notamment amicale. Et avant de refermer ce journal, cette disparition d'un mineur de 15 ans a signalé. Il s'appelle Kunkai Matairia Shankai. Il n'a pas donné signe de vie depuis le 3 février. Il serait susceptible de se trouver sur l'île de Moorea, mais il est domicilié à Punaauia. Il mesure entre 1,80 m et 1,90 m et n'a pas de pièce d'identité ni de téléphone sur lui. N'hésitez pas à contacter la gendarmerie si vous avez le moindre renseignement. C'est la fin de ce journal. L'information principale, alors que la délinquance augmente à Moorea, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est officiellement installé. Présidé par le maire, il devrait mettre en place des actions de prévention. Une brigade de gendarmerie verra aussi le jour sur l'île Sœur à Apiti, la deuxième de l'île. La Polynésie aura sa Gay Pride. Pour en parler, Karel Luciani, le président de l'association Cousin-Cousine. Il sera l'invité café de votre matinale radio. À la une de Tahiti Info, demain, du judiciaire avec ce titre « Enquête sur des marchés publics » à Punaauia. Après ce journal, une série, d'abord La Promesse, puis un film, Coup de foudre à la Saint-Valentin. Merci de votre fidélité, très belle nuit à vous et à demain. On se quitte sur ces images capturées au marché de Papeete. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.